Tu as mal au dos, depuis un bon moment déjà. Tu es allé chez le médecin, on a déjà fait des examens. Radio, IRM, scanner, quelque chose dans ce genre. Et on a constaté qu'un disque intervertébral ne semble pas en bon état. Il présente une protrusion, ou tu as même une hernie discale. On te dit de prendre des médicaments, de recevoir des injections, on t'a conseillé une opération. Mais tu ne veux rien de tout cela. Tu veux juste comprendre ce qui t'arrive. Nous allons clarifier cela dans cette vidéo. Je vais t'expliquer exactement, selon notre expérience, comment apparaissent les douleurs dorsales, quelle en est la cause, et ce que tu peux faire pour t'en sortir, le plus souvent avec des moyens tout à fait naturels. Maintenant, regardons d'abord le dos de l'intérieur, pour ainsi dire. Jetons un œil à l'intérieur du corps. Oui, tu vois ici la colonne lombaire, la partie inférieure de la colonne vertébrale. Ensuite, tu vois ici le sacrum, tu vois le bassin droit, le bassin gauche, et tu vois les côtes qui montent ici en haut au niveau du thorax. Et la colonne lombaire commence exactement là où les côtes s'arrêtent et descend jusqu'ici en bas. Et c'est là que la plupart des douleurs dorsales apparaissent. Elles apparaissent au centre, légèrement sur le côté, ou un peu éloignées de la colonne vertébrale. Cela peut être à 2, 3 ou 4 cm de la colonne vertébrale. Elles apparaissent, tout simplement, plus ou moins, et s'accumulent progressivement. Elles peuvent devenir vraiment graves. Et ce qui est important, c'est que lorsqu'on examine, selon les études, environ 90% des douleurs dorsales sont ce qu'on appelle des douleurs non spécifiques. Cela veut dire que tout est examiné. La colonne vertébrale est examinée. Les disques intervertébraux sont examinés. Tout est regardé en détail. Et on ne trouve rien. Et là, il y a aussi la déclaration du médecin traitant, vous n'avez rien. Oui, mais le dos fait terriblement mal. Et celui qui en souffre sait qu'il a un problème. Mais c'est pas explicable au début. Et pour les douleurs dorsales, il arrive souvent que la cause soit mise sur le compte du psychisme. Oui, allez voir un psychothérapeute. Faites-vous examiner. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre mariage. Et toutes ces choses sont censées expliquer ce qui est inexplicable. Nous avons une expérience totalement différente, un modèle complètement différent. Nous y reviendrons au cours de la vidéo. Nous allons tout expliquer et rendre cela compréhensible pour toi. Qu'est-ce qui est aussi souvent considéré comme la cause des douleurs? Ce qu'on appelle une sténose du canal rachidien. Cela signifie qu'ici, à l'intérieur, passe le grand canal, où passent les nerfs. Et au moment où il y a des déplacements, où il y a des vertèbres déplacées, il se peut que l'espace où passe ce canal devienne plus étroit à certains endroits. Cela peut être plus ou moins prononcé. Et ce qui pourrait également être diagnostiqué, c'est l'arthrose des articulations facétaires ou l'inflammation des articulations facétaires. Les articulations facétaires sont les petites articulations qui se trouvent ici, entre les différentes vertèbres. Tout cela est considéré comme responsable de l'apparition des douleurs. Mais comme je l'ai dit, nous avions déjà souligné que souvent, on ne trouve souvent aucune lésion. Donc toutes les choses que nous venons de mentionner ne sont pas présentes. Et pourtant, la douleur dorsale est très présente. Et le patient ou la patiente souffre. Mais si je dis maintenant que toutes ces lésions, que tout ce qui est abîmé, n'est dans la plupart des cas pas responsable de la douleur, qu'est-ce qui en est responsable alors? Et pour comprendre cela, nous devons comprendre un peu le corps, et bien imaginer comment le corps est en fait construit. Donc le corps tel qu'il est maintenant est un modèle qui est soit issu de l'évolution, et donc en quelque sorte infaillible, soit construit par Dieu. Les deux modèles de pensée mènent à l'idée que le corps est parfait. Le corps sait exactement ce qu'il fait. Rien n'est laissé au hasard. Il n'y a pas d'accident là-dedans. Tout est fait pour être utilisé ainsi, conformément à sa conception. Et c'est précisément là que ça commence. Parce que si nous utilisons le corps différemment de ce pourquoi il est conçu, de la façon dont il a été construit, alors des problèmes peuvent survenir. Quels sont ces problèmes? J'aime toujours prendre l'exemple du bras parce que tu peux bien le comprendre. Regarde, on peut tendre le bras et on peut le plier. Comment ce mouvement est-il possible? Uniquement grâce aux muscles. Les seuls moteurs actifs dans le corps qui nous mettent en mouvement, ce sont les muscles. Et quand le bras est maintenant plié et que les muscles qui passent ici sont activés, ils se raccourcissent. Alors ils tirent en quelque sorte le bras vers l'extension. Ils deviennent bien sûr plus courts.
Et ce qui était court auparavant, la face interne devient plus longue. Et si j'observe ce jeu entre maintenant je suis très long ici et court là, maintenant je deviens plus court ici et plus long là, si nous faisons cela en passant de la flexion complète à l'extension complète encore et encore, alors il n'y aura aucun problème. Parce que les muscles et les fascias s'habituent à ce que nous faisons avec eux au quotidien. Et si nous faisons tout le mouvement, de l'extension à la flexion, alors les muscles et les fascias seront également capables de prendre toutes ces positions. Et c'est exactement la même chose autour du bas du dos. Faisons-le précisément maintenant, d'accord ? C'est-à-dire, tu sais à quel point rester assis est nocif. Et c'est vraiment la principale cause des douleurs dans le bas du dos et de tout ce qui arrive avec les hernies discales, etc. Voici la position assise. Oui, tout à fait typique, environ 90 degrés au niveau de l'articulation de la hanche. Il y a un muscle, un grand muscle, le fléchisseur de la hanche. Il est composé de 2 parties. Il commence ici. À cet endroit, là où tu vois le rouge, c'est là qu'il commence. Et une partie passe par l'aine pour entrer dans le bassin. Et l'autre partie passe par l'aine jusqu'à la colonne lombaire. Cela signifie que lorsque nous sommes debout, ce muscle est allongé. Et quand nous sommes assis, il se raccourcit, pratiquement d'ici où est mon doigt maintenant, jusqu'ici. Et si nous restons souvent assis, sans compenser cela, alors les muscles et les fascias s'habituent à cette longueur. Cela veut dire, chaque fois que nous raccourcissons de plus en plus ici devant. Et il faut voir raccourcir au sens figuré, d'accord ? En fait, il s'agit du fait que le muscle n'est plus aussi souple. Parce qu'il est raccourci à force d'être assis en permanence, il veut rester dans cette position et il ne se laisse plus vraiment bien étirer. Nous pouvons donc toujours nous lever, c'est possible. Mais nous avons alors toujours une force qui nous tire légèrement vers l'avant. Et au moment où le corps remarque qu'il y a quelque chose qui le tire vers l'avant, il y a des muscles opposés, appelés antagonistes, qui entrent en jeu. À l'arrière, ce sont les muscles extenseurs du dos et le fessier. Toute cette zone s'active alors et ramène le corps en arrière. Cela signifie que la contraction tire vers l'avant. À l'arrière, il y a une tension opposée, puis la personne est droite, peut marcher, peut se tenir debout. Mais si ça se contracte devant et que ça se contracte aussi derrière, qu'est-ce qui est comprimé ? Bien sûr, ce sont des disques intervertébraux. Parce que les disques intervertébraux sont disposés entre chaque vertèbre et ils doivent absorber les forces. Et si les disques intervertébraux sont de plus en plus comprimés, ce n'est évidemment pas bon pour le corps. Parce que, souvenez-vous, la colonne vertébrale est en quelque sorte la structure porteuse, la colonne qui soutient le corps. Elle abrite en fait le canal rachidien, qui part d'ici en bas et monte jusqu'ici, et d'où les nerfs sortent de chaque côté pour être répartis dans tout le corps. Donc c'est une fonction extrêmement importante pour tout le corps, et il ne doit évidemment rien se passer de travers. Et le corps le sait. Et le corps mesure via le cerveau les tensions, les pressions, les mouvements. Tout cela est détecté par des récepteurs et transmis au cerveau par le système nerveux. Et là, ils sont traités. Et à ce moment-là, c'est notre explication, au moment où cette contrainte sur les disques intervertébraux, due à des forces de traction trop élevées, devient de plus en plus importante, il y a un point où le corps dit « Maintenant, mes disques intervertébraux sont en danger, parce que s'ils sont de plus en plus comprimés, la paroi externe peut se bomber et finir par se déchirer. » Et nous ne voulons pas cela, car ils ont une fonction précise qui doit être préservée. Et tout ce développement de la douleur, nous aimons le diviser en 3 phases. La phase 1, c'est que les personnes qui exercent un métier où l'on reste debout, comme les vendeurs ou les conseillers par exemple, remarquent, pendant qu'elles travaillent, que leur dos commence à brûler. Ça brûle comme du feu. Et puis ils vont chez le médecin, font examiner ça, et au début on pense que c'est une inflammation des articulations facétaires. On considère que c'est ça la cause,
parce que ça brûle comme si tout le dos était enflammé. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces personnes concernées font aussi cela, elles s'allongent, et après 1 ou 2 minutes allongées, cette soi-disant inflammation disparaît soudainement. Alors ça ne fait plus mal. Comment est-ce possible ? Si quelque chose est enflammé, c'est un état qui prend au moins quelques heures pour changer d'une manière ou d'une autre. Mais après 1 ou 2 minutes, la douleur disparaît. Ensuite, ils se remettent debout et après quelques minutes, ça recommence à brûler. Ils se recouchent, la brûlure disparaît à nouveau. Là-dessus, nous sommes d'accord, cela ne peut rien avoir à voir avec une inflammation. Parce qu'une inflammation, c'est quelque chose de durable, qui prend au moins un certain temps pour se résorber d'une manière ou d'une autre. Ce qui se passe là, j'aime toujours l'expliquer avec quelque chose que certains d'entre vous ont peut-être déjà fait. C'est un genre de test qu'on fait au bar. On prend une chope de bière, une bouteille de bière ou une bouteille d'eau, peu importe, et on tient le bras comme ça devant soi, en compétition avec l'autre à côté. Qui tiendra le plus longtemps ? Et puis on tient, on attend, et à un moment donné, il y en a un qui abandonne. Pourquoi ? Parce que le bras doit redescendre. Pourquoi ? Parce que l'épaule commence à brûler, comme du feu, comme si tous les nerfs étaient enflammés. Ce n'est plus possible. Mais nous savons, et les adeptes de musculation parmi vous, ceux qui vont à la salle de sport, qui travaillent avec des haltères, le savent aussi. Si on prend un haltère, 1 ou 2 kilos, et qu'on le tient devant soi, à un moment donné, le muscle brûle. Pourquoi ? À cause du surmenage. Quel rapport avec la douleur au dos ? C'est très simple. Plus nous restons assis longtemps sans compenser, plus nous sommes tirés vers l'avant. Plus les muscles du dos doivent contrebalancer. C'est pratiquement la guerre. Devant ça tire, derrière ça tire en sens inverse. Devant on tire plus, derrière il faut tirer encore plus en sens inverse. Tu comprends ? Ça devient de pire en pire. Et à un moment donné, cela aboutit au fait que la traction vers l'avant, à laquelle participent le plus souvent les fascias, et ils tirent simplement comme des bandes élastiques vers l'avant, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Il faut compenser cela avec les muscles extenseurs du dos, avec certaines parties des muscles fessiers, pour rétablir l'équilibre. Et si la force vers l'avant devient trop grande, alors ça commence à brûler à l'arrière, comme du feu. Et c'est, pour ainsi dire, cette première étape. Et on donne souvent le conseil, oui, c'est parce que les muscles du dos sont trop faibles. Ensuite, on fait des exercices pour renforcer le dos. Et ensuite, ça va mieux au début, et à un moment donné, tout s'effondre complètement. Que se passe-t-il alors ? Bien sûr, ces muscles sont capables de devenir encore plus forts lorsqu'on fait des exercices avec des poids. Et ensuite, même si ça tire vers l'avant, ils pourront résister un peu plus longtemps au début. Peut-être qu'avant, cette personne avait mal au dos et ressentait des brûlures après 1 heure. Ensuite, avec l'entraînement, ça tient peut-être 1 heure et demie. Et on pense, on est sur la bonne voie. En réalité, ce n'est pas une bonne voie. Parce que ces processus, déclenchés par la position assise, provoquent de plus en plus de tension vers l'avant. Et il faut de plus en plus tirer vers l'arrière pour compenser. Ils sont tout simplement présents dans le corps. Cela signifie qu'un certain niveau d'entraînement peut simplement repousser cela dans le temps. Mais à un moment donné, le corps ne peut tout simplement plus compenser. Et au plus tard, à ce moment-là, la brûlure est là, malgré tout l'entraînement qu'on fait. Cette douleur au dos, à ce stade, nous l'appelons douleur de fatigue, ou douleur de surcharge, parce que les muscles n'en peuvent tout simplement plus. Maintenant, imagine-toi dans cette situation. Tu restes souvent assis, sans compenser, puis tu montes dans ta voiture et tu pars en vacances. Et tu veux arriver à destination pour les vacances, donc tu ne fais pas de grande pause. Tu restes assis 6, 7, 8 heures dans la voiture. Après ces 8 heures, t'es arrivé, tu veux sortir de la voiture. Tu sors de la voiture, tu veux te redresser et tu te rends compte « Oh là là, j'arrive même pas à me redresser. J'ai l'impression que mon dos va se casser. Il me fait vraiment très mal. » Qu'est-ce qui s'est passé ? Notre explication ? Au moment où tu as déjà ce raccourcissement à force d'être assis, tu restes assis pendant des heures, plus que d'habitude, et tout ce qui est devant ici s'habitue à nouveau à rester raccourci et à ne pas vouloir se relâcher.
Maintenant, tu arrives à ton lieu de vacances. Tu es resté penché en avant, en sortant. Tu veux te redresser. Mais ici devant, le réseau musculaire et facial ne cède tout simplement pas. Et puis, ah oui, exactement. Ça ne cède pas. Ça reste tendu. Mais derrière, tu veux te redresser. Les gens te regardent déjà sur le parking. Qu'est-ce qu'il a, lui? Tu veux simplement te tenir droit, normalement. Et tu tires, mais si tout est très tendu devant et que tu tires vers l'arrière, où va la pression? Elle va encore plus sur les disques intervertébraux. Et maintenant, la douleur d'alarme entre en jeu. C'est une douleur qui est projetée par le cerveau dans le dos. Parce que dans le dos, il y a les muscles qui, lorsqu'ils se contractent, augmentent de plus en plus la tension sur les disques intervertébraux. C'est-à-dire que c'est exactement là que la douleur d'alarme se manifeste. Nous l'avons appelée la douleur d'alarme, parce qu'elle alerte sur une situation. Elle prévient, en quelque sorte, le propriétaire de ce corps. « Hé, fais attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Occupe-toi de ça, d'accord ?» Et qu'est-ce qui se passe alors? On tire, on veut se redresser, et au début ça marche pas. Alors on reste comme ça, parce qu'on est désemparé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et puis la douleur diminue un peu. Ensuite, on se redresse un peu plus. Ça prend peut-être 3, 4, 5 minutes, et à un moment donné, on finit par se redresser, et on est content d'y être arrivé. Honnêtement, dis-moi, est-ce que tu connais ça de toi-même? Beaucoup de gens connaissent ça et vivent exactement ce processus. La raison, comme pour la première douleur, c'est la tension trop forte due à la position assise, qui tire vers l'avant et à l'arrière, il faut compenser. La deuxième phase, la douleur d'alarme. Et n'oubliez pas, la douleur de surcharge au début et aussi la douleur d'alarme de cette deuxième phase n'ont rien à voir avec la structure. Même si tu as déjà une protrusion discale ou une hernie discale, la douleur ne vient pas de là. La douleur vient de la trop grande tension des muscles et des fascias. Pourquoi est-ce que j'en suis si sûr? C'est très simple, parce que depuis 40 ans, nous constatons que si l'on réduit la tension ici devant et derrière, la douleur disparaît malgré la hernie discale. C'est pourquoi nous savons que, dans la plupart des cas, la hernie discale, la sténose du canal rachidien, le spondylolisthésis, quelle que soit la lésion qui s'est produite, ne sont pas responsables de la douleur. Ce n'est qu'une conséquence du trop-plein de tension, mais pas la cause de la douleur. Nous entamons la troisième phase. Imagine que cette personne, qui s'est développée exactement de cette manière, au fil des années et des décennies, c'est peut-être très important. Ces choses-là ne se produisent pas en 3 jours, ni en 3 semaines ou 3 mois. Cela prend généralement beaucoup plus de temps. Cela peut durer 10 ans, 20 ans. Je dis toujours jusqu'à 20 ans tout va bien, et de 20 à 50 ans, beaucoup de raccourcissements se produisent, et à partir de 50 ans, ça commence vraiment. D'accord? Écoute ton corps, regarde autour de toi, ta famille. Tu verras que c'est souvent confirmé. Phase numéro 3. Tu es debout dans le jardin, penché en avant, une houe à la main, et tu bines la terre. Oui, tu travailles un peu dans le jardin. Tu fais ça pendant quelques heures, et après 2 heures de travail, tu remarques déjà que ton dos commence à te faire un peu mal. Quelqu'un crie « Le repas est prêt !» et tu laisses tomber la pelle ou la houe. Tu te redresses, et là, une force invisible te tire vers l'avant. Et tu te demandes « Mais je ne veux même pas être penché comme ça !» Et puis tu te redresses, et là t'as un lumbago, un tour de rein. Vraiment violent. Je ne souhaite ces douleurs à personne, parce qu'elles sont vraiment terribles, comme mes patients me l'ont souvent raconté. Chaque mouvement fait mal. J'ai des cas en tête. Il y a des gens qui ont été amenés en voiture devant le cabinet par leurs amis, à l'époque chez nous à Redelheim. Et ils ont sorti la personne concernée, qui criait à chaque mouvement, l'ont portée à l'intérieur pour qu'elle puisse se faire soigner. Juste comme ça, une demi-heure, 3/4 d'heure plus tard, tout était de nouveau en bon état. Oui? Pourquoi et comment cela peut-il être possible? Je vais l'expliquer tout de suite. Alors, lumbago. On ne peut plus se relever. Que se passe-t-il? On fait une piqûre, et parfois elle agit, parfois non. Plus tôt, plus tard, peu importe. Que se passe-t-il? On a les muscles à l'avant raccourcis, on en avait déjà beaucoup parlé. Maintenant, on se penche en avant.
C'est en quelque sorte être assis tout en restant debout. Le même raccourcissement à l'avant. Et maintenant, le corps s'habitue encore plus, au travail, en mouvement, à être penché vers l'avant, à être fléchi au niveau des hanches. Puis quelqu'un crie « Le repas est prêt, j'ai faim, je veux me lever ». Et ensuite, je me lève relativement rapidement. Maintenant, il se passe ceci. Dans les muscles, on trouve des fuseaux neuromusculaires. Et ces fuseaux neuromusculaires ont pour rôle de protéger les articulations, de protéger le muscle lors de mouvements trop rapides. Et nous savons que lorsque les muscles à l'avant sont irrités, raccourcis, tendus, stressés, alors la réactivité de ces fuseaux neuromusculaires est considérablement augmentée. Cela signifie que la fonction de contraction pour protéger le muscle est beaucoup plus marquée que lorsque la musculature est détendue et normale. Mais nous avons justement ce muscle tendu, cette musculature stressée. Nous les écartons. Les fuseaux neuromusculaires déclenchent la contraction du muscle, donc le resserrement. C'est ce que j'ai dit, nous sommes tirés vers l'avant sans même savoir pourquoi. Et maintenant, tout est raccourci à l'avant, et les muscles ici devant, les fléchisseurs de la hanche, ne sont plus prêts à céder ne serait-ce qu'1 millimètre. Mais maintenant, nous voulons nous redresser. Maintenant, toute la force, puisqu'il y a ici devant un câble d'acier qui ne cède pas, toute la force va directement sur les disques intervertébraux. Cela provoque immédiatement une douleur d'alarme ici à l'arrière, qui est très intense. Et c'est ce qu'on appelle le lumbago. Donc c'est quelque chose de tout à fait naturel, une évolution tout à fait naturelle à travers les 3 phases jusqu'à ce point. Et il est encore très important de comprendre la hernie discale, la sténose du canal rachidien, tout cela n'a pratiquement jamais de lien avec cette douleur. La douleur provient d'une tension trop élevée des muscles et des fascias. Et quand tu as compris cela, il devient évident pourquoi les antidouleurs sont totalement contre-productifs. Parce que cette douleur dans le dos veut t'avertir de ne pas provoquer une hernie discale. Et si t'en as déjà une, c'est pour éviter qu'une deuxième n'apparaisse, ou que celle qui existe déjà ne s'aggrave. Et si tu ignores cette alarme, qui est en fait comme le témoin d'huile dans une voiture, qui t'indique que tu manques d'huile, si tu mets quelque chose dessus pour ne plus voir l'alarme, alors ton moteur va casser. Donner des antidouleurs pour ces douleurs de dos finit par abîmer le dos. L'avertissement n'est tout simplement pas pris en compte. Oui, comme un détecteur de fumée qui signale un incendie. Quand le détecteur de fumée se déclenche, qu'il siffle et qu'il sonne, tu ne le rends pas juste inaudible pour continuer comme si de rien n'était, mais tu cherches la cause. Et nous avons déjà bien identifié la cause. La cause, c'est la tension excessive des muscles et des fascias. Et c'est précisément là-dessus que nous devons agir. Comment allons-nous nous y prendre ? En rallongeant ce qui est trop court, en rendant ce qui manque de souplesse à nouveau plus souple. Souviens-toi, flexion complète, extension complète. Ne reste pas seulement au milieu, sinon ça devient de plus en plus court ici et là, et à un moment donné, le bras ne pourra plus bouger facilement. Il faut une mobilité complète. C'est logique. Si nous sommes assis et que c'est la cause principale, car nous ne compensons pas, comment peut-on y remédier ? En nous étirant vers l'arrière. Cela signifie que lorsque tu es debout, tu dois t'étirer vers l'arrière au niveau de l'articulation de la hanche. Et c'est l'exercice le plus important. Et je trouve que... j'ai pas de mots pour ça. Parce que les douleurs lombaires, c'est le mal de société par excellence. Le mal de société. La plus grande douleur. La douleur la plus fréquente. La pire douleur. C'est exactement ici. Et la douleur est si facile à éliminer une fois qu'on a compris de quoi il s'agit. En effet, il suffit d'étirer ce qui est trop court ici devant, ce qui tire trop fort, pour que les forces à l'avant diminuent. Et alors, les forces opposées à l'arrière diminuent aussi immédiatement. La guerre a intensifié la tension à l'avant et à l'arrière, causant la destruction de la colonne vertébrale et des disques intervertébraux. Elle est réduite jusqu'à ce que le système fonctionne à nouveau normalement. Et puis ces choses qui se sont déplacées, comme les vertèbres qui ont glissé par exemple, nous avons eu des dizaines de cas au cours des dernières décennies où elles sont revenues en place toutes seules, même si le déplacement était d'1 cm ou d'1,5 cm vraiment important. Ça se remet en place tout seul.
Oui. Je ne veux pas dire que ça arrive à chaque fois et dans tous les cas, mais il y a de très grandes chances que, lorsque les forces trop importantes sont éliminées, tout redevienne normal. Il est peut-être encore très important de bien comprendre ce qu'est une vertèbre qui glisse. Que se passe-t-il quand une vertèbre glisse? Ensuite, ici vers l'avant, généralement entre la 4e et la 5e, L4, L5, une vertèbre est tirée vers l'avant. Pourquoi est-elle tirée vers l'avant? Parce que le fléchisseur de la hanche tire vers l'avant. Il tire vers l'intérieur. C'est exactement sa fonction. C'est pour ça qu'il peut lever la jambe. Oui, parce que la traction va vers l'avant ici. Si la traction devient trop forte et que les muscles arrière, surchargés, ne réagissent plus, il apparaît le glissement vertébral. Ils éliminent la tension et il peut se remettre en place. Tu vois, tout le monde doit comprendre cela. Ce sont des informations qui devraient en fait être enseignées à l'école. Imagine-toi ça, la maladie la plus répandue peut être maîtrisée. Avec pas trop d'efforts, il suffit juste de savoir comment faire. Et pour que tout le monde le sache, tes proches, ceux qui comptent pour toi ou même tous les autres, oui, ils doivent simplement le savoir. C'est pourquoi partage cette vidéo avec eux. Et si tu es toi-même concerné et que tu veux savoir si ça marche, alors il faut absolument passer à l'action. Essaie, teste, fais-le et ressens-le. Et ensuite, tu sauras qui a raison. Et tu pourras alors continuer exactement sur ta voie, et personne ne pourra plus te faire changer d'avis. Et si tu veux essayer, alors clique ici s'il te plaît. Tu arriveras alors dans une vidéo d'exercice, dans une routine d'entraînement, et ensuite, regarde ce qui se passe.